déposer, oui, mais donc pas n'importe quelle matière. Ça, c'est un élément important. Et je me reposerai là-dessus, sur ce très beau ouvrage que je vous conseille vivement si jamais le sujet vous intéresse, qui est le Economies of Destruction de David Fontaine, qui est un chercheur hollandais qui a beaucoup travaillé sur cette question des dépôts et qui, à mon avis, a un regard intéressant et assez innovant sur cet aspect. Et David Fontaine, il s'interroge notamment beaucoup sur pourquoi les gens abandonnent des choses qui ont de la valeur pour eux. C'est vrai, ça pourquoi ? Pourquoi est-ce que des gens abandonnent des objets qui comptent pour eux, qui ont du sens ? Et c'est vraiment toute la question de son ouvrage. Donc il essaie de comprendre. Alors il part de la métallurgie déjà, parce qu'effectivement, la métallurgie, ça va changer beaucoup de choses. Le métal, c'est une matière précieuse, recyclable. C'est quelque chose d'incroyable. Quand on peut faire un objet en métal, et potentiellement tous les objets du monde, puisqu'on peut le refondre et en faire tout ce qu'on veut après. Derrière un objet en métal, il y a tous les autres objets, si on veut. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est conceptuellement quelque chose de radicalement différent à toutes les autres matières qui ont prévalu jusque-là. Le métal, c'est la première matière dont on peut faire tout ce qu'on veut et refaire tout ce qu'on veut. C'est extraordinaire. En plus, le bronze, c'est beau. Mais l'or aussi. La métallurgie permet ça. Et je pense que c'est quelque chose quand même qui va changer fondamentalement le regard des hommes sur la matière. Donc, une hache peut être tout ce que l'on veut, partant de là. Elles peuvent devenir tout ce que l'on imagine. Un lingot, c'est ça. Aussi, potentiellement, c'est tous les autres objets. David Fontaine reprend aussi quelque chose qui a été déjà dit par Christian Christensen et que moi j'aime beaucoup et qui est un archéologue danois assez intéressant qui a produit beaucoup d'articles et qui compare le métal de l'âge du bronze au pétrole aujourd'hui et notamment par l'importance que le métal devait avoir pour ces populations. C'est-à-dire que notre économie actuelle, elle repose elle repose encore énormément sur ces énergies fossiles et les échanges. Toute notre vie repose là-dessus. Et on peut assez facilement transférer un peu cette idée sur le métal. Il faut se rendre compte que le métal était fondamental pour toutes ces sociétés-là. Et elles baignaient leur imaginaire, leur économie et leur société d'une façon que l'on a du mal à envisager aujourd'hui, mais qui devait être extrêmement prégnante. Et donc, dans ce contexte-là, dans cette idée de pétrole de la préhistoire, si vous voulez, on n'aurait pas l'idée aujourd'hui d'aller enterrer des fûts de pétrole dans le jardin. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce serait un petit peu curieux, puis ce ne serait pas très intelligent parce qu'on en a besoin. Voilà, je pense que je réfléchissais là-dessus, je pense que ça parle déjà de soi. Déposer, mais pas n'importe où, parce qu'effectivement, ça c'est un autre aspect. La plupart des études récentes soulignent la présence de dépôts métalliques dans des paysages remarquables. Les points hauts, à mi-tente ou à proximité d'un habitat fortifié, au sommet d'une colline, au col d'une montagne, d'une grotte, fissure de rocher. Alors, fissure de rocher, on a même eu, là je vous ai mis le dessin parce qu'il est plus parlant à mon avis que c'est des haches, comme d'habitude. Donc c'est des haches à talons, en bronze moyen, qui ont été découvertes, incrustées dans des failles du rocher. Ça, c'est un dépôt du Jura, mais ce phénomène-là de dépôts étranges que l'on va retrouver enfouis ou cachés dans une espèce de faille, c'est relativement fréquent. C'est curieux quand même. Hein, donc il y a ça au niveau des points un peu du paysage marquant, des choses qu'on peut éventuellement donc retrouver. Des paysages qui sont loin de l'habitat, mais qui sont suffisamment remarquables pour dire oui, alors ce lieu sacré là, derrière le buisson, là où il y a la dent, on peut tout imaginer dans la façon de marquer le territoire préhistorique, mais il est bien évident que certains caractères marquants du paysage devaient servir de référence. Donc on trouve ça, et on trouve aussi beaucoup de dépôts en contexte humide, donc fluvial, lacustre, source, tourbière, marais. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fréquent.
Et donc, partant de là, on évoque bien évidemment toujours la notion de dépôt rituel, donc loin des habitats, avec parfois la reconnaissance de véritables offrandes, avec des massacres rituels d'animaux, et peut-être la consommation d'un repas. Ça peut être le cas pour certains. On pourrait faire toute une conférence aussi sur le banquet ou sur le rôle du banquet à l'âge du bronze, la boisson aussi, bon, on n'a pas le temps. Donc je vous présente quand même le dépôt de Butsen, qui est un dépôt danois, qui est Butseneux, qui est un dépôt vraiment très très chouette, parce que découvert en tourbière, donc bien conservé, avec un contexte archéologique et organique surtout, qui permet de voir que ici, des ossements animaux accompagnaient l'objet en métal. Et ça, on pense que c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense, mais que malheureusement, on a perdu toutes les traces la plupart du temps, puisque l'organique a disparu et ne s'est pas conservé. Et ça, sur finalement beaucoup de dépôts redécouverts en tourbière, notamment plus récemment, on retrouve souvent l'association d'offrandes animales avec le dépôt métallique. Donc ça va bien évidemment dans le sens de quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'objet caché pour être récupéré, mais bien de l'objet offert aux dieux ou aux ancêtres. Alors déposer, mais pas n'importe quand, là aussi c'est hyper intéressant, et je vais passer vite parce qu'on est hyper à la bourre, mais la dimension du temps dans la question de l'approche des dépôts, elle est fondamentale. La notion de simultanéité, de comment on dépose sur combien de temps, elle est essentielle, vous l'avez vu, dans beaucoup d'approches des dépôts actuels. Et je vous ai mis ici le dépôt de Fröslunda, qui est un dépôt suédois, un dépôt de tourbière, ce qui est hyper intéressant. Et donc ça, c'est une photo de la fouille qui date de 88. J'ai pas de meilleure photo malheureusement, mais c'est une découverte donc de 88 de 16 boucliers de l'âge du bronze, déposés dans une tourbière et découverts tout à fait par hasard par un cultivateur en 86. Et alors, tous les boucliers qui sont là, donc il y a 16, hein, c'est un dépôt, ce qu'on appelle des dépôts homogènes, de même objet, il y en a beaucoup. Je passerai, non, parce que ça serait aussi pareil, on pourrait faire une conférence là-dessus. Mais tous ces dépôts de boucliers, les boucliers ont été déposés par deux. Et donc, il y a eu 8 dépôts, si vous suivez bien mon raisonnement. Et comment on sait qu'il y a eu 8 dépôts de 2 boucliers ? Parce que dans cette tourbière, il y a eu une fine couche de dépôts entre les 8 dépôts. Et ça, on a pu le voir puisqu'on l'a fouillé à l'époque. Donc, dans ce dépôt de Fröslunda, il y a eu 8 dépôts de 2 boucliers, et certains même suggèrent que peut-être les boucliers, qui étaient donc des grands boucliers, de 70 cm de diamètre, hein, cela, donc c'est quand même assez grand. C'est pas énorme, mais c'est quand même assez grand. C'était très beau, en bronze, brillant, magnifique. L'état de conservation, vous voyez sur la photo, est remarquable. Peut-être ces boucliers étaient-ils utilisés comme des cymbales pour faire du bruit. Et ça, c'est un autre aspect sur lequel je reviendrai, j'espère, sur d'autres conférences parce qu'on n'a pas le temps. Mais la notion du bruit, la notion de la musique et du tintement du métal, c'est aussi quelque chose qui est fondamental pour comprendre ces objets de l'âge du bronze. Les objets de l'âge du bronze, ils ne sont pas simplement beaux, mais ils font aussi un bruit qui est tout à fait différent des autres matières. Ça sonne. Et évidemment, ça ne va pas échapper à nos sociétés de l'âge du bronze. Alors j'avance un peu. Déposer, mais pas n'importe quoi. Alors c'est là où je vous l'avais promis, donc on fait un petit peu Nebra quand même. Donc le dépôt, c'est pas une poubelle. On le voit tout de suite avec Nebra. On peut pas considérer ça comme une poubelle, hein, c'est pas possible. On choisit ce que l'on dépose, on sélectionne ce que l'on dépose, même si l'intention du déposant échappe parfois aujourd'hui à nos esprits étroits d'hommes et de femmes du XXIe siècle. Donc on enterre parfois des objets exceptionnels, des objets rituels ou cérémoniels. Alors, pourquoi ? Alors, cette oblitération, ce fait de cacher, ça a quelque chose parfois qui ressort un peu de la condamnation ou de l'offrande. Quand on voit le dépôt de Nebra, on pense davantage à l'offrande qu'à la condamnation.
Mais si on regarde attentivement le disque de Nebra, si on étudie sa biographie d'objet, comme je vous le disais en préambule, on se rend compte qu'il a une histoire, ce disque de Nebra, outre le caractère un peu rocambolesque de sa découverte en 99. Donc je passe rapidement, découverte à l'occasion d'une fouille clandestine par un détecteur de métaux, acquis difficilement, de manière très compliquée en Suisse par Harald Meller, donc le directeur du musée archéologique de Halle en 2002, avec un contexte archéologique qui est relativement qui est compliqué, qui est difficile en tout cas qui est un peu remise en cause aujourd'hui. Moi, je ne sais pas si vous avez été mis au courant, il y a un article qui est publié très récemment sur ce disque et qui remet en cause la datation de l'âge du bronze de ce disque. Moi, je pense que autant les arguments qui ont été portés par les archéologues de Munich qui rechignent un petit peu à considérer cet objet comme âge du bronze sont pertinents pour le contexte archéologique, qui est vraiment très peu clair. Autant, en revanche, je trouve que vouloir l'attribuer à l'âge du fer, me paraît, pour moi, ça ne tient pas du tout. Et je suis absolument opposée. Mais on pourrait y rester trop longtemps, donc je passe plus vite. Si on regarde attentivement la biographie donc, de cet objet, je vous le disais, il faut regarder de près la manière dont... Alors, au départ, il faut enlever ces deux bandes-là. Il faut enlever la barque qui est ici. Et il faut imaginer que l'ensemble du bord ici était visible. Et donc, il y avait 32 étoiles. Enfin, ici, 32 petits points, là, plus les Pléiades, là, le Soleil et la Lune. C'est tout. Et ce disque a été par la suite modifié. Et donc, on a rajouté d'abord là, cette bande en or, là, et puis une deuxième ici, qui a caché une partie de la carte du ciel. Donc, à un moment donné, ce disque qui avait un sens de calendrier vraiment réel a perdu un peu de son sens parce qu'on a oblitéré une partie de son disque. Et puis après, on a continué de le rendre un tout petit peu plus confus parce qu'on a rajouté une barque céleste. Donc ce disque-là, il a une vraie histoire. Il a évolué au cours du temps et manifestement, à un moment donné, peut-être qu'il n'a plus eu de sens pour ces populations et que c'est peut-être à ce moment-là qu'il a été enterré, enfoui, avec ces deux épées qui sont typiques de la culture uniticienne. On est une fois de plus dans cette culture uniticienne qui est un petit peu l'angle d'attaque de cette conférence et qui est vraiment aussi l'apanage des chefs. L'épée, c'est la marque dans les sépultures de l'homme et du chef. Cette idée de condamnation, en tout cas de fait qu'on a déposé l'objet alors qu'il n'était plus actif, et me paraît être un élément assez intéressant à suivre dans cette hypothèse-là. Pareil pour notre autre objet cérémoniel qui est chez nous, qui est le cône d'Aventon et qui fait donc partie de ces 4 cônes d'or absolument extraordinaires. Il s'agit d'un dépôt d'objets unique, c'est manifestement unique. Donc là encore, pareil, vieille découverte, 1844, on n'a pas beaucoup d'éléments sur cet objet qui apparemment était effectivement déposé tout seul, qui était un petit peu aplati et dont il manque la partie basse qui permet d'accueillir la tête et éventuellement la collerette, ce qui permettrait de former le chapeau, puisqu'on est un peu sur cette idée que ces cônes ne sont pas des bétiles, ce ne sont pas des cornes à boire, ce seraient des chapeaux cérémoniels, sans doute assez fastueux, parce que ça nécessite un travail, non seulement une matière, l'or, qui est quand même relativement rare, mais en plus une mise en œuvre, un travail remarquable. Je vous rappelle que ce cône en or, il provient d'un seul lingot d'or qui a été martelé avec soin pendant des heures, chauffé, rechauffé, tout ça pour être étiré et former ce très beau cône. Donc, et que par ailleurs, cet objet cérémoniel, ce cône d'Aventon, pourrait éventuellement être lui également un calendrier lunisolaire, exactement comme ce qui a été démontré pour le cône de Berlin, qui est ici situé. Alors le cône d'Aventon est un peu plus simple que le cône de Berlin.
mais pour l'avoir montré à un astrophysicien qui a un peu étudié la question, pour lui, ça ne lui semblerait pas totalement aberrant qu'on ait effectivement affaire à un calendrier. Il faut qu'on l'étudie. Je pense que c'est un des objectifs qu'on a pour les années à venir. C'est d'étudier vraiment plus avant ce très beau cône d'Aventon. Mais on est potentiellement sur également un calendrier lunisolaire. Et là encore, comme pour Nebra, la question se pose, pourquoi à un moment cet objet, on a estimé qu'on n'en avait plus besoin, qu'il n'était plus utile, et que dans ce cadre-là, on pouvait le déposer. C'est toujours un peu la question qui se pose de l'intention du déposant qui est intéressante. Donc, bon, voilà, ce décor magnifique d'impression qui illumine vraiment le cône, et puis cette étoile solaire à 11 branches qui est caractéristique et que l'on retrouve sur tous les cônes en or. Et puis, alors, je vous remets une dédale, pardon, je remonte. Je vous remets une dédale du tumulus de Kivik, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc il y a non seulement les haches, mais il y a également ce qui pourrait être interprété comme un cône avec un chapeau. Et puis cette idée du cône et de chapeau qui soit un chapeau pas simplement honorifique, mais qui marque vraiment le caractère un peu magique peut-être de celui qui le met, et que l'on voit sur les têtes des dieux hittites. J'avance vite parce que je pense que je suis très très en retard. Et donc l'arme n'est pas forcément la guerre de Jean Guilaine. On avance un peu, mais vous pourrez méditer ça chez vous. J'en parle pour Plougrescran qu'on a vu rapidement. Plougrescran, c'est aussi un dépôt, et c'est aussi un dépôt d'un objet. Alors là, il est cassé, mais vous voyez que les autres objets, les autres lames de ce type que l'on connaît en Europe, qui sont donc au nombre de 6, sont toutes exactement du même type. Elles sont complètes, contrairement à Plougrescran. Certaines, comme celle de Roudam, ont été volontairement pliées. Là encore, l'épée de Roudam, elle servait de bloc-porte dans un pub anglais quand même, avant d'être découverte. Donc regardez bien autour de vous, on ne sait jamais. On peut trouver des choses extraordinaires dans les pubs anglais et sans doute ailleurs. Et bref, quoi qu'il en soit, ces épées ont été trouvées. Alors, le problème, c'est que la plupart ont été trouvées hors contexte au 19e. Il n'y en a qu'une, en fait, qui est celle d'Omershans, qui est celle-ci, qui a été découverte au début du XXe siècle, et qui était associée à d'autres petits objets, dont elle n'était pas totalement toute seule. Le reste, a priori, on aurait affaire à une découverte d'objets isolés. Pas n'importe où, donc là c'est Plougrescran, parce que c'est très beau Plougrescran, et on est sur un paysage quand même qui est assez frappant, assez magnifique, donc dans notre idée de paysage un peu magique. Et puis les recherches qu'on a faites récemment ont permis de penser que l'épée de Plougrescran venait de Goaz-Karadec, d'ici. Et donc vous voyez ici cette petite source là qui m'intéresse beaucoup, parce qu'en fait à Goaz-Karadec, il y a encore aujourd'hui un lavoir, et on est sur un terrain qui était sans doute relativement humide, là encore, à l'âge du bronze. Et plus intéressant que ça, on se rend compte que juste au sud de la découverte de l'épée de Plougrescran, donc visible, vraiment en co-visibilité, il y avait le tumulus d'Haroun, qui était un tumulus du bronze ancien et du début du bronze moyen, donc il est sans doute encore en place. Il a été fouillé et presque totalement arasé au XIXe siècle, mais il devait être bien évidemment beaucoup plus présent au bronze moyen, à l'époque où a été déposé Plougrescran, l'épée. Donc voilà, là encore, on n'enterre pas, on ne dépose pas n'importe où. Vous le voyez ici. Alors on ne dépose pas n'importe où encore. Je passe vite. Le dépôt de hache à douille d'agneau dans la Manche. Donc là, on est à la toute fin de ce que je pourrais appeler l'âge de la hache. On est déjà avec le Hallstatt-C plutôt au tout début de l'âge du fer, mais j'ai des volontés d'annexion sur une petite partie de cette période. Il va falloir que j'en parle à Laurent. Et donc on est sur ce secteur où, là encore, on n'est pas n'importe où. On est sur un ancien site de nécropole. Vous voyez ces enclos funéraires caractéristiques. Et effectivement, donc c'est une fouille préventive. Une fois de plus, grâce aux fouilles préventives, on a une meilleure connaissance de l'idée de dépôt. Et vous voyez ici ces dépôts de pas n'importe quoi, des haches, donc, dans des céramiques, et à proximité de ces nécropoles. Donc on n'est pas près de l'habitat, mais on est
près d'un lieu sacré, en fait, là où on honore les morts. Donc on va très vite sur les armes déposées dans les eaux. Effectivement, le lieu de découverte privilégié, notamment des épées ou des armes entières, c'est les lacs ou surtout les fleuves et les rivières, puisque c'est en dépôt lacustre et en dépôt de rivières qu'on a trouvé le plus d'armes entières dans les dragages. Dans les dépôts terrestres, comme l'Arnaud par exemple, on a des fragments d'épées. Mais là, ici, vous avez le dépôt la ria de Huelva, qui est visible au Man de Madrid, qui est alors, c'est un dépôt, c'est difficile à dire que c'est un dépôt, puisque là, effectivement, c'est découvert en dragage. Donc, c'est des endroits où, de façon privilégiée, on a déposé des épées entières. Sans doute pas en même temps, ça s'est sans doute fait de façon récurrente. C'est difficile pour nous de distinguer là, le moment. En tout cas, on a des lieux privilégiés de dépôt d'armes et de dépôt d'armes, je le redis, entières. Des armes que l'on peut envisager être celles des héros. Alors effectivement, l'épée qui est une création de l'âge du bronze, elle est omniprésente. Et là, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle est omniprésente avec la hache. Donc, lorsque l'on évoque cette idée d'objet signe, d'objet surdéterminé, il y a la hache et il y a bien évidemment l'épée et par extension la plupart des armes de l'âge du bronze qui vont avoir un traitement manifestement particulier. Alors, j'évoque rapidement Vaudrevanche parce que l'idée derrière certains dépôts, c'est qu'on a affaire à une panoplie d'objets et à une panoplie d'objets que l'on peut associer à une personnalité, à quelqu'un, et donc à ce qu'on pourrait évoquer comme étant une idée de cénotaphe. Et derrière Vaudrevanche, par exemple, l'idée, c'est qu'on ait affaire à une sépulture symbolique d'un cavalier. On voit l'épée du cavalier ici, qui a été découverte cassée. Donc elle a été déposée cassée, mais quand même entière. C'est ce que je veux dire. On n'a pas le petit fragment comme d'habitude. Là, on est sur autre chose. On n'est pas sur le même type de dépôt que l'Arnaud, manifestement. Donc on a cette épée cassée, et puis on a tous les éléments d'objets qui nous rattachent au char et au cavalier, avec éventuellement ce très bel objet, ce tatinabulum, dont je m'inscris en faux. Je pense qu'il n'était absolument pas sur le poitrail du cheval, ça me paraît totalement aberrant. Il est vraiment très précisément et soigneusement gravé des deux côtés. Hein, donc il n'y a pas de raison que ce soit un objet qui était destiné à être porté sur un poitrail. C'est un objet qui devait tourner, qui devait être vu. Et on peut envisager le fait qu'il était disposé directement sur le char. Bon, j'avance plus vite, donc sur Vaudrevanche. Les casques sont des autres objets signes. On ne les découvre là aussi également entiers que dans des contextes de dragage. Hop, j'avance. Donc parfois, on a des véritables gestes de déposition, avec notamment ces casques de falaise qui étaient emboîtés les uns dans les autres, 3 par 3 et au nombre de 9, donc découverts en Normandie. Au XIXe siècle, on n'a pas vraiment de contexte, mais quoi qu'il en soit, l'idée de ce geste a été conservée. Voilà, bon, j'avance vite. Et puis, autre objet signe que l'on ne découvre une fois de plus qu'en contexte de dépôt, hein, jamais en sépulture, et dont parfois on a des fragments dans certains dépôts terrestres, mais que des fragments entiers, on ne les trouve qu'en dépôt. Et alors, les cuirasses, il y en a une trentaine de connus en Europe. Hein. Et quand je dis trentaine, je compte tous les petits fragments qu'on peut avoir dans certains dépôts. De cuirasses entières, il y en a une dizaine. Un peu plus d'une dizaine. Et on en a 7, nous. Bon, j'exagère un petit peu, il y en a une vingtaine. Mais il y en a 7 qui sont conservés à Saint-Germain-en-Laye, 8 avec Saint-Germain-du-Plain, ce qui fait qu'on a une collection hallucinante de cuirasses. Qui est quand même, et on va avoir une 9e bientôt, avec donc cette très belle cuirasse de Veria, qui arrive prochainement dans nos collections. Là, je vous offre un scoop, puisque vous êtes les amis du musée. Donc et donc, ces très belles cuirasses, qui sont une production vraiment particulière, puisqu'on ne les connaît que donc en Grèce, dans les Balkans et dans l'arc nord-alpin. Il n'y en a pas ailleurs. Il n'y a pas de cuirasse en Angleterre, il n'y a pas de cuirasse en Espagne, il n'y en a pas au Danemark. D'accord ? En revanche, au Danemark, en Angleterre, il y a des boucliers. Il y a une espèce d'objet comme ça. C'est pour ça que je parle d'objets signes, d'objets surdéterminés, parce que c'est des actes culturels. C'est pas des objets anodins. Et on est très loin de la simple cuirasse qui va protéger le guerrier.
on est sur autre chose là. Donc ceci n'est pas une cuirasse. Je devrais continuer. Donc ceci n'est pas une hache, ceci n'est pas une épée, et ceci n'est pas une cuirasse. Et à force de marteler, je pense que... Donc je vous présente rapidement. Donc là encore, avec Marmès, on est sur un dépôt qui est un dépôt particulier, puisque c'est plusieurs fois le même, mais pas tout à fait le même. C'est exactement comme Port-Falaise. On a sans doute 3 x 3 cuirasses. Alors on en connaît 7, mais là encore, on est sur un contexte de découverte qui est un petit peu compliqué, un peu confus. Et il est parfois difficile de revenir sur ces découvertes anciennes, de revenir sur les sites, alors que la fouille est terminée depuis longtemps, quoi. Voilà, donc pour l'instant, 7 reconstituées, 7 connues. Et puis, avec cette idée que ces cuirasses font l'objet d'une déposition soignée et ne sont pas déposées n'importe comment. C'est le signe de ce dessin. J'avance sur Sorup, tant pis. Et je passe aussi sur le dépôt de Blano. Tant pis, sur le dépôt de Mathey, j'avance. Tant pis. Regardez juste, parce que le dépôt de Mathey, le dépôt de Mathey, c'est une découverte récente, découverte fortuite. Et puis, l'objet fortuite déclaré rapidement au SRA, et donc l'objet a été prélevé et fouillé en laboratoire. Donc on a là encore, c'est exactement comme pour Oberdieng, on est sur quelque chose qui peut être vraiment précis. On voit donc le soin avec lequel les objets ont été déposés. Et vous voyez le soin, par exemple, avec lequel la ceinture a été pliée, les bracelets mis par-dessus. Donc on est on voit la céramique tout au fond, la ceinture est donc à maillon est déposée au fond, les bracelets par-dessus, et puis les pendeloques, et puis les anneaux, et puis les petites pendeloques que moi j'aime énormément, les petites pendeloques peignes dont on a un exemplaire avec la pendeloque de Dogne, et les perles, et ces appliques en or. Voilà, donc la dame de Mathey, puisque là on est sans doute aussi sur ce qu'on appelle un dépôt panoplie, un dépôt panoplie féminin, et un dépôt panoplie féminin peut-être de danseuse, puisque ces ceintures, qu'on appelle aujourd'hui maintenant plutôt des tabliers, étaient des pièces qui devaient faire beaucoup de bruit, et qui étaient sans doute liées à la danse. Et là j'en reviens à mes petites figurines, et notamment à celle de Dole qui est ici, qui est chez nous, qui est là, et qui est peut-être une figuration de ces danseuses de l'âge du bronze, avec en plus un jeu sur le canard, la barque solaire. Enfin, il y a tellement à dire, tellement à dire. Voilà, tout ça pour arriver à l'Anilis et vous présenter quand même rapidement ce très beau dépôt que nous avons acquis récemment grâce à vous, et nous en sommes très contents et très fiers. Donc, je vous ai longuement parlé de la culture du Nétis. Vous l'avez vu en filigrane tout au long de cette conférence un peu trop longue, et je m'en excuse. Mais voilà, donc ce dépôt de l'Anilis, il est tout à fait extraordinaire. Pourquoi ? On a affaire à un dépôt problématique. Vous avez bien compris qu'on ne connaît pas grand-chose de son contexte. Il a été publié en 1980 et on sait qu'il appartient à une collection bretonne depuis les années 50. Et que manifestement, ce sont des objets qui auraient été trouvés à l'Anilis. Ont-ils été trouvés ensemble ? Bon, ça, je vous avoue qu'on en doute un peu. En tout cas, ce dont on est certain, au vu de cette idée qu'il faut regarder l'objet pour essayer de comprendre son histoire, c'est que lorsqu'on regarde nos 5 épingles à tête en disque, qui sont donc des productions de cette zone nord-alpine particulièrement active et dynamique et grande productrice de métal au bronze ancien. Donc, quand on regarde ces épingles, qui sont toutes datées entre 1800 et 1600, ou peut-être même un petit peu au-delà, parce que on est sur des productions. Alors c'est ça qui est très difficile. Ça peut être 2000 avant notre ère, mais en même temps, comme elles ont une durée de vie assez compliquée et qu'on ne sait pas combien de temps ces pièces ont été échangées avant d'arriver en Bretagne, c'est difficile à dire. Mais bon, quoi qu'il en soit, on est sur des productions du bronze ancien et des productions sans doute de l'Est. Elles ont été déposées ensemble, et ça, ce qui nous le dit, c'est le fait qu'elles aient des corrézions très très similaires. Elles ont été sans doute posées les unes sur les autres. Donc ces 5 épingles forment un ensemble cohérent, et un ensemble sans doute découvert en dépôt. Est-ce qu'elles étaient toutes seules ? C'est difficile à dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi ces 2 épingles qui, elles, sont plutôt de production atlantique et plutôt du bronze moyen. Donc elles sont un peu plus récentes. Est-ce qu'elles ont été trouvées ensemble ? On n'en sait rien. A priori, elles proviennent de l'Anilis. Celle-ci, c'est un fragment d'épingle à tête en anneau. Alors, elle est cassée, hein. Il manque toute la partie annulaire ici.
hein, qui sont des épingles que l'on trouve en Bretagne et en Grande-Bretagne. Et puis ici, nous avons une grande épingle qui était beaucoup plus longue, avec une petite bélière ici, et puis une tête qui est légèrement creuse et qui peut-être permettait d'accueillir une épingle en ambre. C'est en tout cas ce que me propose un collègue anglais, puisque c'est un type d'épingle que l'on connaît aussi en Angleterre, et pour lesquels d'ailleurs les Anglais sont extrêmement intéressés. Et certains de mes collègues bondissaient de joie en Angleterre quand ils ont appris qu'on avait acquis l'Anilis. Donc encore une fois, vraiment merci. Et c'est pas un petit dépôt anodin que vous avez acquis, mais c'est vraiment une belle acquisition. Et puis ces deux objets-là qui paraissent un peu intrusifs dans ce contexte, ils sont plus récents. Et dont on se rend compte tout de suite aussi qu'on n'a sans doute pas la même corrosion. Donc, est-ce que c'est le même lieu d'enfouissement? Est-ce que c'est le même alliage? Tout ça, c'est des études qu'il va falloir qu'on mène. Donc, c'est un projet pour l'année à venir. Mes collègues sont déjà au taquet, prêts à venir pour étudier avec nous ce beau dépôt. Et on fera sans doute une belle publication dans l'Antiquité nationale, voilà, sur cette analyse. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir pris tant de temps.